Mon mari, depuis 7 ans, a exigé que nous partagions toutes les factures du ménage, car selon lui, il ne soutiendrait pas une femme profiteuse. La fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche, quand il s'est éclairci la gorge de cette manière si particulière, celle que quelqu'un emploie juste avant de lâcher une bombe pendant le dîner, en prétendant que c'est une conversation banale. Elle dit: Alors, j'ai réfléchi, a-t-il dit, sans lever les yeux de son poulet, parfaitement assaisonné, que j'avais passé 1 heure à préparer. Les choses doivent en changer par ici. J'ai reposé ma fourchette avec précaution. 7 ans de mariage m'avaient appris à lire les signes avant-coureurs. La façon dont il ajustait son col, la légère pause avant de parler. L'ordinateur portable qu'il avait positionné juste à portée de main sur le comptoir de la cuisine. Quel genre de changement. Ma voix est sortie plus stable que je ne me sentais. Il m'a enfin regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un calcul froid. Eh bien, j'ai fait quelques calculs et franchement, cet arrangement n'est plus juste pour moi. Chut. Quel arrangement? Tout ce système où je travaille comme un forcené tous les jours pendant que toi? Il a fait un geste vague vers notre cuisine immaculée. Tu fais peu importe ce que c'est. Les mots m'ont frappé comme de au glacé. J'avais quitté mon poste en marketing il y a 7 ans, quand nous nous sommes mariés. C'était son idée, en fait. Un homme doit subvenir aux besoins de sa femme, avait-il dit à l'époque. Je veux prendre soin de toi. J'avais hésité. J'adorais ma carrière, mais il avait été si insistant, si romantique à ce sujet. Maintenant, il me regardait comme si j'étais une sorte de parasite. J'ai créé une feuille de calcul, a-t-il poursuivi, ouvrant l'ordinateur portable avec l'enthousiasme de quelqu'un présentant une brillante proposition commerciale. J'ai calculé toute mon père, toutes nos dépenses mensuelles, bien sûr, les petites, l'hypothèque, les charges, les courses, tout. À partir de maintenant, nous partageons tout à 50-50. L'écran montrait une ventilation détaillée de notre vie réduite à des chiffres. Hypothèque, 2 947 euros. Charge, 340 euros. Course, 580 euros. Assurance, 420 euros. La liste continuait, chaque élément méticuleusement calculé. Mais je n'ai pas de travail, dis-je doucement. Tu m'as demandé d'arrêter, tu te souviens. Il a agité la main avec dédain. C'était avant. C'est maintenant. Tu es une femme intelligente. Tu trouveras bien quelque chose. Je ne dirige pas une œuvre de charité ici. Je l'ai dévisagé. Cet homme que j'avais aimé, dont je lavais les chaussettes, pour qui je cuisinais les repas, dont je tolérais la mère depuis 7 ans. Et j'ai senti quelque chose changer en moi, quelque chose de froid, de vif et de calculateur. Alors laisse-moi comprendre, ai-je dit, ma voix prenant un ton que je reconnaissais à peine. Tu veux que je paye la moitié de tout? À partir de quand, exactement? À partir du mois prochain. Il a souri, visiblement satisfait de lui. Je savais que tu serais raisonnable. Tu as toujours été si pragmatique. J'ai de nouveau regardé la feuille de calcul, notant chaque détail. L'hypothèque de la maison que j'avais transformée en foyer, les factures d'électricité que j'utilisais pour repasser ses chemises. L'argent des courses pour la nourriture que je planifiais, achetais et préparais. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux, apparemment surpris de la facilité avec laquelle j'avais accepté. D'accord. Oui, tu as absolument raison. Si nous devons être des colocataires au lieu d'un mari et d'une femme, nous devrions tout partager équitablement. J'ai souri et quelque chose dans mon expression a dû le déranger car il s'est agité mal à l'aise. C'est... c'est super, ma chérie. Je suis content que tu comprennes. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Il s'était attendu à une dispute, peut-être des larmes, certainement des supplications. Au lieu de cela, il a obtenu un accord, et cela le troublait clairement. J'ai repris ma fourchette et pris une autre bouchée du dîner que j'avais préparé.
C'est délicieux, n'est-ce pas? Je me suis vraiment surpassée ce soir. Oui, c'est bon, a-t-il marmonné soudainement, concentré sur son assiette. En mâchant, mon esprit travaillait déjà. S'il voulait jouer à ce jeu, j'allais y jouer. Mais il venait de commettre une erreur cruciale. Il avait supposé que j'étais la même femme qui avait accepté de quitter son travail il y a 7 ans. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déchaîner. Le lendemain matin, je me suis réveillée à mon heure habituelle, 6h30. Mais au lieu de me diriger vers la cuisine pour préparer le café et ses vêtements pour le travail, je me suis retournée et me suis rendormie. À 7h15, j'ai entendu son réveil sonner. Puis de nouveau à 7h25, à 7h30. Je l'entendais trébucher dans la chambre, clairement confus par l'absence de sa routine habituelle. Chérie, sa voix venait de la cuisine. Où est le café? J'ai tiré mon oreiller sur ma tête et j'ai souri. Que les jeux commencent. 20 minutes plus tard, il était de retour dans la chambre, à moitié habillé et agité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de café, pas de petit déjeuner, et je ne trouve ma chemise bleue nulle part. Je me suis étirée paresseusement et l'ai regardé avec une confusion innocente. Bonjour à toi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas. Il est presque 8 heures et rien n'est prêt. Prêt pour quoi? Je me suis assise sincèrement perplexe face à sa détresse. Oh, tu veux dire tes affaires? Mais mon cœur, souviens-toi de ce que tu as dit hier soir. Nous partageons tout à 50-50 maintenant. Cela signifie que chacun gère ses propres responsabilités. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson. Mais tu fais toujours le café. Je fais du café pour moi. Tu es libre de faire le tien. J'ai basculé mes jambes hors du lit et me suis dirigée vers mon placard. Ta chemise bleue est dans la buanderie. D'ailleurs, dans le panier de linge sale où tu l'as laissé il y a 3 jours. Mais tu fais toujours la lessive. Je fais ma lessive. Tes vêtements sont ta responsabilité maintenant. J'ai sorti une belle robe que je n'avais pas portée depuis des mois, quelque chose que je gardais pour des occasions spéciales qui ne venaient jamais. Cet arrangement était ton idée, souviens-toi. Partenaires égaux, responsabilité égale. Je pouvais pratiquement voir les engrenages grincer dans sa tête, alors qu'il essayait de traiter cette nouvelle réalité. Il voulait un arrangement commercial, et je lui donnais exactement cela. C'est ridicule, a-t-il marmonné en se dirigeant d'un pas lourd vers la buanderie. Tu es mesquine. Je suis pragmatique, lui ai-je crié. Exactement comme tu as dit que j'étais. Pendant qu'il fouillait partout à la recherche de vêtements propres, je me suis fait une seule tasse de café dans ma tasse préférée, celle qu'il prenait habituellement parce qu'elle était plus grande. Je me suis brouillé un œuf, grillé une tranche de pain et me suis assise pour manger dans un silence paisible. Il est réapparu 20 minutes plus tard dans une chemise froissée qui n'allait pas avec son pantalon, les cheveux toujours en désordre, parce qu'il n'avait pas trouvé le produit coiffant que je lui mettais habituellement de côté. Tu es élégant, dis-je agréablement. Très authentique. Il a saisi ses clés avec une force inutile. C'est insensé. Je vais être en retard au travail. La circulation est assez dense à cette heure-ci, ai-je convenu. Tu devrais peut-être partir quelques minutes plus tôt demain. Oh, et n'oublie pas de prendre du lait en rentrant. Nous n'en avons plus. J'aime bien du lait. C'est ton travail. Je l'ai regardé avec une surprise sincère. Que chips. Mon travail. Je pensais que je n'avais pas de travail. Tu te souviens? D'ailleurs, tu bois aussi du lait. Si tu en veux à la maison, tu devras contribuer à ce que cela se produise. L'expression sur son visage était inestimable, comme s'il comprenait enfin ce que 50-50 signifiait réellement. Après son départ, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres, je me suis rassise avec mon café et j'ai sorti mon téléphone.
Il était temps de faire des recherches. J'ai commencé par mon ancien profil LinkedIn dormant depuis 7 ans, mais toujours là. Puis j'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à faire des listes mes compétences, mes contacts, mes options. En bas de la page, j'ai écrit Jour 1 de l'indépendance. La maison semblait différente sans le poids de ses attentes, plus légère en quelque sorte. Pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais pas pour terminer sa liste de choses à faire avant son retour. Au lieu de cela, je faisais la mienne. 2 semaines après le début de notre nouvel arrangement commercial, j'ai découvert à quel point le 50-50 pouvait être coûteux pour lui. Je pliais ma lessive quand j'ai remarqué que ma blouse blanche préférée avait pris une jolie teinte de rose. Pas le rose poudré romantique que l'on pourrait choisir délibérément, mais le rose tragique qui se produit lorsque quelqu'un jette une chaussette rouge dans une machine de blanc. Je l'ai trouvé dans le salon affalé, sur le canapé, à regarder les temps forts sportifs. Nous avons un problème, ai-je annoncé en brandissant la blouse ruinée. Il a à peine détourné le regard de la télévision. Quoi encore? Tu as endommagé ma propriété. Cette blouse coûtait 95 € et maintenant, elle est importable. C'est juste une chemise, a-t-il s'agité les épaules. Peut-être va-t-il là. Je le ferai juste après que tu m'auras remboursé. Cela a attiré son attention. Te rembourser quoi? Les dommages matériels. Tu as mis ta chemise de sport rouge avec mes blancs, malgré le système de séparation clair des paniers à linge que j'ai établi. Ta négligence, ta responsabilité. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran de la blouse sur le site web du magasin. 95 €. C'est insensé. Nous sommes mariés. C'est insensé. Nous sommes des partenaires commerciaux maintenant. Tu te souviens. Et les partenaires commerciaux se dédommagent mutuellement pour les dommages. Je me suis assise en face de lui avec mon expression la plus raisonnable. À moins que tu ne suggères que nous revenions à l'ancien arrangement où nous partagions tout. Le regard piégé sur son visage m'a tout dit. Très bien, a-t-il marmonné. Je paierai pour ta stupide chemise. Ici. Je prendrai des espèces. Au cours des jours suivants, j'ai mis en place un système complet d'évaluation des dommages. Quand il laissait des auréoles de café sur la table de la salle à manger, que j'avais passé des heures à restaurer 15 € de frais de restauration du bois. Quand il utilisait mon shampooing cher parce qu'il avait oublié d'acheter le sien 12 € de coût de remplacement. Quand il mangeait le dernier yaourt à la grecque que j'avais spécifiquement acheté pour mon petit déjeuner, 7,38 € plus, des frais de désagrément pour le déplacement supplémentaire au magasin. Je tenais des registres méticuleux dans un petit carnet que j'avais intitulé Dépenses du partenariat. Le point de rupture est arrivé un jeudi après-midi. J'avais quitté plus tôt mon travail de consultante à temps partiel que j'avais finalement décroché et suis rentrée à la maison pour prendre des dossiers que j'avais oubliés. En approchant de la porte d'entrée, je l'ai entendu parler au téléphone. Je sais que ça a été dur, ma belle, mais j'y travaille. Tout ce truc de partage des dépenses se passe mieux que prévu. Non, elle ne se doute de rien. Elle a même accepté tout de suite. Tout de suite, elle me dit ça. Oui, je devrais pouvoir t'envoyer plus d'argent à partir du mois prochain. Je suis restée figée sur le pas de ma propre porte, la clé à mi-chemin de la serrure. Je sais que tu as des difficultés depuis ton divorce, et je t'ai promis que je prendrai soin de toi. Écoute, une fois que je l'aurai amené à payer la moitié de tout, j'aurai beaucoup plus d'argent pour aider avec ton loyer et les affaires des enfants. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Il ne s'agissait pas d'équité ou de partenariat égal. Il s'agissait de financer la vie de son ex-petite amie tout en gardant sa femme comme main-d'œuvre domestique non rémunérée. Elle joue à la femme au foyer depuis 7 ans.
Sa voix a continué dégoulinant de mépris. Il est temps qu'elle contribue à quelque chose de réel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle va faire? Partir. Elle n'a pas travaillé depuis des années. Elle a plus besoin de moi que je n'ai besoin d'elle. J'ai reculé de la porte, mes mains tremblant de rage. Pas seulement de la colère, une pure fureur cristalline, mêlée d'humiliation. Depuis combien de temps préparait-il cela? Depuis combien de temps parlait-il de moi, comme si j'étais une dépendante pathétique, tout en versant secrètement de l'argent à une autre femme? Je suis retournée dans ma voiture et j'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison avant de me sentir capable de franchir cette porte sans faire quelque chose d'irréversible. Quand je suis finalement entrée, il avait raccroché, agissant comme si de rien n'était. Tu es rentré tôt, dit-il nonchalamment. J'ai oublié des papiers. Ma voix semblait normale, ce qui m'a surprise. Hé, dit Barid, je pensais à notre arrangement de partenariat. Il leva les yeux lasses. Oui, je pense que tu as absolument raison. Si nous voulons être de vrais partenaires commerciaux, nous devons le faire correctement. Si j'ai souri, et quelque chose dans mon expression l'a fait légèrement reculer. Je veux dire vraiment correctement. Responsabilité totale. Transparence. Complète la totale. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, pour commencer, je pense que nous devrions chacun mettre nos accords de partenariat par écrit. Épeler exactement ce dont chaque partenaire est responsable, quelles sont les obligations financières, peut-être même inclure des mesures de performance. La couleur a quitté son visage. Ça semble un peu extrême. Pour des partenaires commerciaux. J'ai incliné la tête, l'étudiant, comme s'il était un spécimen fascinant. Je pensais que tu apprécierais l'approche professionnelle. Après tout, si nous devons être partenaires, nous devrions traiter cela comme n'importe quelle autre relation d'affaires, tu ne penses pas, tu vois? Il a marmonné quelque chose à propos d'y réfléchir et s'est retiré dans son bureau. Je suis allée à la cuisine et j'ai ouvert mon carnet à une nouvelle page. En haut, j'ai écrit Planification de la dissolution du partenariat. La sonnette a retenti à 8h30 un samedi matin, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Sa mère était arrivée à l'improviste, comme c'était sa tradition chérie. J'ai ouvert la porte en pyjama et robe de chambre, une tasse de café à la main, totalement indifférente à mon apparence. L'ancienne moi aurait paniqué, enfilé de vrais vêtements et passé 10 minutes à s'excuser pour l'état de la maison. Oh, dit-elle, observant ma tenue décontractée avec une désapprobation évidente. Tu n'es pas habillée. Bonjour à toi aussi. Entre. Je me suis écartée, sincèrement curieuse de voir sa réaction à l'état actuel de notre maison. Elle est entrée dans le salon et s'est arrêtée net. Son côté de la pièce était une zone sinistrée. Des vêtements sales drapés sur les meubles, des boîtes de plats à emporter empilées sur la table basse, des journaux éparpillés sur le sol. Mon côté était immaculé, avec des fleurs fraîches et des livres bien rangés. Mais que s'est-il passé ici, pour l'amour du ciel? A-t-elle haleté. Oh ça, c'est le coin de votre fils. Je ne gère que mon propre espace maintenant. Je me suis installée dans mon fauteuil propre et j'ai siroté mon café paisiblement. Où est-il? Il dort encore. Il est resté debout tard à essayer de comprendre comment fonctionne la machine à laver. Son visage a pris une intéressante teinte de violet. Tu ne l'as pas aidé. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est un homme adulte. Je l'ai étudié par-dessus ma tasse. Voulez-vous un café? J'en ai assez pour une tasse de plus. C'est scandaleux. Elle s'est dirigée vers la cuisine, et j'ai entendu son souffle coupé lorsqu'elle a découvert la division là aussi. Un côté impeccable, l'autre comme si une tornade l'avait frappée. Elle est revenue en trombe, sa coiffure parfaite, vibrant presque d'indignation. Quelle sorte d'épouse êtes-vous, René? Ou cette maison est un désastre.
En fait, la moitié de la maison est un désastre. Ma moitié est plutôt agréable. J'ai fait un geste vers mon espace de vie immaculé. La moitié sinistrée appartient à votre fils. Pas ridicule. Le travail d'une femme est d'entretenir la maison. J'ai posé mon café et l'ai regardé avec une curiosité sincère. Selon... Selon qui? Selon... selon la décence commune. Selon la façon dont les choses sont censées être. Hmm. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine. Je suis revenue avec un dossier que j'avais préparé exactement pour ce moment. Vous devriez peut-être voir ça avant de continuer. Je lui ai tendu la copie imprimée de sa feuille de calcul, celle où il avait calculé chaque dépense du ménage et déclaré que je devais payer la moitié, parce que selon ses mots, je profitais. Elle a fixé le document, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement. Votre fils a décidé que nous devrions être des partenaires commerciaux au lieu d'un mari et d'une femme. Ai-je expliqué agréablement? Responsabilité financière égale, responsabilité domestique égale. C'était entièrement son idée. Mais, mais vous êtes censé... Censé quoi? Payer la moitié des factures et faire tout le ménage. J'ai ri et le son était plus léger que je ne m'étais senti depuis des mois. Ce n'est pas un partenariat, c'est une arnaque. Elle a de nouveau regardé autour d'elle comme si elle voyait la situation avec de nouveaux yeux. Il ne voulait pas dire. Oh, il le pensait. Il a passé un temps considérable à créer cette feuille de calcul. Il était très fier de ses compétences en mathématiques. J'ai repris le document de ses mains tremblantes. Voulez-vous que je vous montre la partie où il a calculé que mes 7 années de gestion domestique non rémunérée valaient 0 € Toute combativité l'a quittée d'un coup. Elle s'est affalée sur son canapé sale, ne se souciant apparemment pas des boîtes de plats à emporter. Je l'ai mieux élevé que ça, a-t-elle murmuré. Vraiment? Ai-je demandé, sans méchanceté. Et que j'ai demandé sans. Parce que ce niveau de privilège ne se développe pas du jour au lendemain. Et ce qui s'est dit. Des palours dans les escaliers ont annoncé son arrivée. Il est apparu en pyjama froissé, les cheveux en bataille, clairement pas préparé à la visite de sa mère. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir pourquoi ta femme ne s'occupe pas correctement de toi, dit-elle sèchement. Au lieu de cela, je découvre que tu as transformé ton mariage en une sorte d'arrangement commercial. Il m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. Elle t'a raconté n'importe quoi. N'importe quoi, Titeko. Sa mère a brandi la feuille de calcul. L'a documenté toi-même. Le silence s'est étiré inconfortablement. Je l'ai regardé réaliser qu'il ne pouvait pas nier ce qui était écrit de sa propre main, qu'il ne pouvait pas rejeter les préoccupations de sa mère comme il avait rejeté les miennes. Écoute, c'est compliqué, a-t-il finalement dit. Tu ne comprends pas toute la situation. Alors, explique-la, a exigé sa mère. Il a regardé entre nous, calculant clairement ses options. Je pense juste que nous devrions tous les deux contribuer de manière égale. Qu'y a-t-il de mal à ça? Rien, dis-je joyeusement. C'est pourquoi j'ai contribué de manière exactement égale. Je paye ma moitié de tout et je m'occupe de ma moitié de tout. Ta moitié est ta responsabilité. Sa mère Sa mère a de nouveau regardé la pièce. Vraiment regardé. Et je pouvais voir qu'elle comprenait enfin la situation dans son ensemble. Je pense, dit-elle lentement, que je devrais y aller. C'est probablement mieux, ai-je convenu.
C'est maintenant entre partenaires commerciaux, pas en famille. Elle s'est levée, a brossé sa jupe et s'est dirigée vers la porte sans un mot de plus. Avant de partir, elle s'est retournée vers son fils. Tu as fait ton lit, dit-elle doucement. Maintenant tu dois t'y coucher. Après son départ, il s'est tourné vers moi avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça devant ma mère? Je l'ai regardé calmement. Je ne t'ai pas embarrassé. Tu t'es embarrassé tout seul. J'ai juste refusé de nettoyer derrière toi. L'appel est arrivé un mardi matin, alors que je mettais à jour mon CV pour la troisième fois en 2 semaines. Je postulais à des postes de débutante, supposant que mon interruption de 7 ans m'avait rendue inemployable de manière significative. Est-ce que j'ai bien affaire au génie du marketing qui nous mettait tous au défi dans le cours de stratégie du professeur Dubois. La voix était familière, chaleureuse et remplie du genre de confiance que j'avais oublié posséder autrefois. C'est bien elle, dis-je prudemment. C'est Antoine de l'université. On a travaillé ensemble sur ce projet de campagne impossible en troisième année, celui où on devait redorer l'image de cette chaîne de restaurants en faillite. Le souvenir m'a frappé comme une vague. Le souvenir m'a frappé. Les nuits blanches à la bibliothèque, les tableaux blancs couverts de diagrammes de positionnement de marque, le frisson de résoudre des problèmes impossibles avec rien d'autre que la créativité et la détermination. J'avais adoré cette version de moi-même. Antoine, comment as-tu eu ce numéro? J'ai mes sources. En fait, ça fait des mois que j'essaye de te retrouver. Je dirige le marketing d'un cabinet de conseil maintenant et j'ai un problème qui porte ton nom. Je n'ai pas travaillé depuis 7 ans, dis-je automatiquement, la clause de non-responsabilité que je donnais à chaque employeur potentiel. Et alors, tu n'as pas subi de lobotomie. Ton cerveau est toujours là, non? J'ai ri malgré moi. Aux dernières nouvelles. Ça me suffit. Nous avons un client qui perd des clients à vue d'œil et 3 agences différentes n'ont pas réussi à comprendre pourquoi. J'ai besoin de quelqu'un qui pense différemment, qui voit des schémas que les autres manquent. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me disait quelque chose. Ça ressemblait exactement à la personne que j'étais. Antoine, j'apprécie l'idée, mais je ne suis pas exactement prête pour un entretien. J'aurais besoin de temps pour me préparer, pour me mettre à jour sur les tendances actuelles. Laisse tomber l'entretien. J'ai déjà vu ton travail. Tu te souviens de ce portfolio de fin d'études? J'en ai gardé une copie. Je m'y réfère encore parfois. Sa voix est devenue sérieuse. Écoute, je sais que tu as disparu après l'université, que tu t'es marié, que tu as fait la chose domestique, mais le talent n'a pas de date de péremption. Au contraire, l'expérience de la vie t'a probablement rendu plus affûté. La conversation a duré 45 minutes. À la fin, j'avais un contrat de consultante qui payait plus par mois que ce que mon mari gagnait en 2. Il y a une condition, a dit Antoine, alors que nous terminions. Alors, j'aurais besoin que tu voyages de temps en temps. Réunion, clients, session de stratégie. Est-ce que ça va être un problème? J'ai regardé ma moitié de la maison immaculée, puis la zone sinistrée qui était sa moitié. Pas du tout. La première réunion client a été une révélation. Je suis entrée dans une salle de conférence remplie de costumes chers et j'ai senti quelque chose se remettre en place, une partie de moi que j'avais rangée il y a si longtemps que j'avais oublié son existence. Alors, a dit le client en faisant glisser un dossier sur la table. 3 agences nous ont dit que nous devions complètement changer de marque, changer tout notre modèle économique. Qu'en pensez-vous? J'ai passé 20 minutes à examiner leurs documents. Puis, j'ai levé les yeux. Je pense que ces agences essayaient de justifier leurs honoraires au lieu de résoudre votre problème. La salle est devenue silencieuse. Votre marque n'est pas le problème,
C'est votre service client. Plus précisément, votre système téléphonique qui fait passer les gens par 7 départements différents avant qu'ils n'atteignent quelqu'un qui peut réellement les aider. Vos clients ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas votre produit. Ils partent parce qu'acheter chez vous est épuisant. Bien. J'ai passé l'heure suivante à leur présenter une analyse complète du parcours client que j'avais improvisé sur place. Quand j'ai fini, le PDG prenait des notes. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-il dit. Quand pouvez-vous commencer? Antoine m'a raccompagné, ensuite souriant comme s'il avait gagné au loto. C'était brillant, absolument brillant. J'avais oublié à quel point tu étais doué pour aller droit au but. J'avais oublié aussi, ai-je admis. Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé. Sérieusement. Puis-je te demander quelque chose? Pourquoi as-tu arrêté? Tu étais la personne la plus ambitieuse de notre promotion. J'ai toujours pensé que tu finirais par diriger ta propre agence maintenant. La question m'a frappée plus durement que prévu. Je me suis mariée. Mon mari voulait que je me concentre sur la maison. Et tu le voulais aussi. J'ai ouvert la bouche pour donner la réponse automatique que je donnais depuis 7 ans, que c'était mon choix, que je voulais être une épouse solidaire. Mais debout là, dans mes vêtements professionnels, fraîchement sortis de la résolution d'un problème qui avait déconcerté 3 agences établies, je ne pouvais pas prononcer les mots. Je ne pense pas que ce que je voulais importait beaucoup, ai-je dit finalement. L'expression d'Antoine s'est assombrie. Ce n'est pas normal. Non, ai-je convenu, me surprenant par le calme de ma voix. Ce n'est pas normal. Il m'a raccompagnée à ma voiture et en rentrant, j'avais l'impression de tout voir avec de nouveaux yeux. Les centres commerciaux et les immeubles de bureaux que je passais n'étaient plus seulement des paysages. C'étaient des possibilités, des opportunités, des endroits où mes compétences comptaient, où mes idées avaient de la valeur. Quand je me suis garée dans mon allée, je suis restée un moment avant d'entrer. La maison semblait différente, plus petite. Moins comme un château et plus comme ce qu'elle était réellement, juste un bâtiment. À l'intérieur, je l'ai trouvée à la table de la cuisine, avec son ordinateur portable entouré de factures et de cette fameuse feuille de calcul. Comment s'est passée ta journée? A-t-il demandé, sans lever les yeux. Productive. J'ai déposé mon sac à main et j'ai desserré mon blazer. J'ai obtenu un contrat de consultante. Très bien payé. Maintenant, il a levé les yeux. C'est super. Combien? J'ai nommé le chiffre et ses yeux se sont écarquillés. C'est plus que ce que je gagne. Je sais. J'ai souri. On dirait que je n'aurais aucun problème à payer ma moitié des factures après tout. L'expression sur son visage était compliquée. Surprise, inquiétude. Et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Pour la première fois en 7 ans, j'ai compris pourquoi. Elle est arrivée un samedi après-midi, alors qu'il était chez son frère, se plaignant probablement de sa femme déraisonnable, qui osait s'attendre à un traitement égal dans sa propre maison. La sonnette a retenti et j'ai ouvert à une femme de mon âge, aux yeux fatigués et aux cheveux méchés, qui avaient besoin d'une retouche. Elle était jolie d'une manière usée, comme quelqu'un qui se battait depuis trop longtemps. Vous devez être sa femme, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Je le suis, et vous devez être l'ex-petite amie qu'il soutient financièrement. Me suis-je adossée nonchalamment au cadre de la porte. Voulez-vous entrer? Son expression confiante a vacillé. Je... Quoi? Entrez, ai-je répété en m'écartant. Nous devrions parler. Elle m'a suivi dans le salon, clairement décontenancée par mon calme. Je pouvais presque la voir se recalibrer, essayant de comprendre pourquoi je ne criais pas ou ne jetais pas d'objets. Écoutez, a-t-elle commencé, s'asseyant nerveusement sur le bord du canapé. Je sais que c'est gênant, mais je m'inquiète pour lui. Il est si stressé dernièrement et je pense que vous ne comprenez pas à quel point il travaille dur.
Oh, je comprends parfaitement. Je me suis installée dans mon fauteuil avec une tasse de thé que je buvais à son arrivée. Il travaille très dur pour entretenir 2 foyers avec un seul salaire. La couleur a quitté son visage. Je suis désolée. Il vous envoie de l'argent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a soudainement décidé que nous devions partager toutes nos dépenses à 50-50. Plus d'argent pour lui signifie plus d'argent pour vous. Elle a commencé à nier, mais j'ai levé la main. Elle a commencé à nier, mais avant de gaspiller votre énergie en mensonges, vous devriez savoir que j'ai vu les preuves. Je suis allée à mon bureau et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé il y a des semaines. Des relevés bancaires avec des virements surlignés, des captures d'écran de SMS que j'avais trouvés sur la facture de téléphone. Des frais de carte de crédit chez un fleuriste de son quartier. 14 février. Dis-je en montrant un débit, des roses livrées à votre adresse. 23 mars, virement de 400 € avec la mention aide loyer. 15 avril, un autre virement de 600 € avec la mention les enfants ont besoin de chaussures. Elle a fixé les papiers comme s'ils allaient prendre Be. Comment avez-vous eu ça? Je ne suis pas stupide malgré ce que vous semblez tous les deux penser. Je me suis rassise observant son visage passé par le choc, l'embarras et quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Il a dit que vous ne saviez pas, a-t-elle murmuré. Il a dit beaucoup de choses, que j'étais paresseuse, que je ne contribuais en rien, que j'avais de la chance qu'il me garde. J'ai siroté mon thé calmement. A-t-il mentionné que je gère sa maison depuis 7 ans sans salaire, tout en me convainquant que je ne valais rien? Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement. Voici ce qui est intéressant, ai-je continué d'un ton conversationnel. Vous n'êtes pas la méchante dans cette histoire. Vous êtes juste une autre femme qu'il manipule. Il vous a dit que j'étais une sorte de profiteuse, n'est-ce pas? Il vous a fait croire que vous le sauviez d'un mariage terrible. Elle a hoché la tête à contre-cœur. Tout comme il m'a fait croire que j'avais de la chance d'avoir un homme qui voulait prendre soin de moi. Tout comme il a probablement dit à sa première ex-femme qu'elle était le problème aussi. Première ex-femme. Sa voix était à peine audible. Il ne l'a pas mentionné, intéressant. Je me suis penchée légèrement en avant. Laissez-moi deviner. Il vous a dit que vous étiez différente de toutes les autres femmes qui ne le comprenaient pas. La reconnaissance dans ses yeux était douloureuse à voir. Il a un schéma, dis-je doucement. Trouver une femme qui a besoin de quelque chose. Sécurité, aide financière. Validation, lui promettre de le fournir, puis la faire croire lentement qu'elle est le problème quand les choses tournent mal. Mais il m'aime, dit-elle bien que sa voix manque de conviction. Vraiment. Ou aime-t-il avoir quelqu'un qui dépend de lui? J'ai sorti un autre document, un imprimé de son journal d'appel. Regardez ça. Chaque fois qu'il vous appelle, quoi qu'il vous... C'est quand il est en colère contre moi. Vous n'êtes pas sa petite amie. Vous êtes sa soupape de sécurité émotionnelle. Elle a étudié les preuves, et j'ai pu voir le moment exact où tout s'est éclairci pour elle. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Je suis tellement idiote. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes une mère célibataire qui essaie de survivre, et il vous a offert une bouée de sauvetage. Ça ne fait pas de vous une idiote. Ça fait de vous une humaine. Nous sommes restés en silence un moment. Deux femmes qui avaient été jouées par le même homme de manière différente. Qu'allez-vous faire? A-t-elle demandé finalement. J'ai dit pizza. Je vais arrêter de payer pour ces jeux, pour payer pour ces jitilles, au propre comme au figuré. J'ai rassemblé les papiers. Qu'allez-vous faire?
Elle a regardé ma belle maison, la maison que j'avais créée et entretenue, tout en croyant que je ne valais rien, et quelque chose s'est durci dans son expression. Je vais arrêter de prendre son argent, dit-elle fermement. De toute façon, je postule pour de meilleurs emplois. Je n'ai pas besoin de sa charité. C'est bien pour vous. Elle s'est levée puis s'est arrêtée à la porte. N'êtes-vous pas en colère contre moi? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Il y a un mois, j'aurais été furieuse. Je vous aurais tout reproché. J'aurais probablement lutté pour le reconquérir. J'ai souri et cela semblait sincère. Maintenant, je suis juste désolée pour la prochaine personne qu'il ciblera. Après son départ, je me suis versé un verre de vin et me suis assise dans mon salon parfaitement organisé. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. J'avais passé 7 ans à croire que je devais me battre pour des miettes d'affection d'un homme qui donnait le meilleur de lui-même à quelqu'un d'autre. Maintenant, je comprenais la vérité. Il n'y avait pas de meilleur. Il n'y avait que de la manipulation habilement appliquée à la personne la plus vulnérable. La partie la plus émancipatrice n'était pas de le démasquer. C'était de réaliser que je ne voulais pas le reconquérir. Je voulais quelque chose de bien mieux. Les papiers juridiques sont arrivés un jeudi matin, livrés par un coursier qui semblait désolé de toute cette affaire. J'ai signé pour les recevoir avec le même calme que je cultivais depuis des mois, puis je me suis assise à ma table de cuisine pour lire ce que mon mari pensait être son option nucléaire. Requête en attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, lisait l'entête. En dessous, dans un langage juridique qui ne parvenait pas tout à fait à cacher le désespoir. Il demandait à un juge de me faire quitter ma propre maison parce que je créais une situation de vie inhabitable et l'empêchais de jouir paisiblement de sa propriété. J'ai dû rire. Après 7 ans de ménage de cuisine et de travail émotionnel gratuit, il prétendait maintenant que j'étais le problème parce que j'avais cessé de fournir ces services gratuitement. L'audience était prévue pour le mardi suivant. J'ai passé le week-end à me préparer et le lundi soir, j'avais 3 classeurs remplis de preuves qui racontaient une histoire très différente de celle qu'il essayait de vendre. Le mardi matin, je me suis habillée de mon plus beau tailleur, celui que j'avais acheté pour les réunions clients, et je suis arrivée tôt au palais de justice. Il était déjà là avec son avocat, un homme d'une cinquantaine d'années, à l'allure coûteuse, qui pensait clairement que ce serait un cas simple d'expulsion d'une épouse non coopérative. Lorsque la juge a appelé notre affaire, je me suis levée avec ma propre représentante, une avocate brillante spécialisée en droit de la famille qui, après avoir jeté un œil à mes preuves, avait accepté de travailler avec moi immédiatement. Votre honneur, a commencé son avocat. Mon client demande simplement le droit de vivre paisiblement dans sa propre maison. Sa femme a créé une situation impossible, refusant d'entretenir le foyer et créant délibérément le chaos, la juge. Une femme d'une soixantaine d'années, aux yeux intelligents, m'a regardée. Comment répondez-vous à ces allégations? Mon avocate s'est levée. Votre honneur, nous avons une documentation exhaustive qui raconte l'histoire complète. Madame, elle m'a jeté un coup d'œil et j'ai hoché la tête, a tenu des registres détaillés de l'arrangement conjugal que son mari a exigé. Nous avons tout présenté chronologiquement. La feuille de calcul originale où il calculait que mes 7 années de gestion domestique ne valaient rien. Les relevés bancaires montrant des virements d'argent à son ex-petite amie. Le journal écrit que j'avais tenu de chaque fois où il s'attendait à ce que je nettoie derrière lui tout en exigeant simultanément que je paye la moitié de tout. De plus, a poursuivi mon avocate, Madame est employée à plein temps depuis 2 mois et est tout à fait capable de faire face à ses obligations financières. Le problème n'est pas son incapacité à contribuer. C'est l'attente de son mari qu'elle paie à parts égales, tout en fournissant gratuitement tout le travail domestique.
La juge a étudié les documents pendant ce qui a semblé être une éternité. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression n'était pas sympathique à sa cause. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dit-elle à son avocat. Votre client a décidé unilatéralement que sa femme devait payer 50% de toutes les dépenses du ménage, bien qu'elle soit sortie du marché du travail depuis 7 ans à sa demande. Eh bien, votre honneur, les circonstances changent. En effet, la voix de la juge était sèche. Et il semble que les circonstances ont changé d'une manière que votre client n'avait pas anticipée. Elle s'est tournée directement vers lui. Monsieur, avez-vous créé cette feuille de calcul? Il s'est agité mal à l'aise. Oui, mais... Et l'avez-vous présenté à votre femme comme un changement non négociable à votre arrangement conjugal? Je pensais que nous devrions tous les deux contribuer de manière égale. Je vois. Et dans votre définition de contribution égale, votre femme paierait la moitié de toutes les dépenses et continuerait à fournir tous les services domestiques. Le silence s'est étiré inconfortablement. Votre honneur, a interjeté son avocat. Mon client veut simplement vivre dans sa propre maison sans harcèlement. Harcèlement. La juge a de nouveau regardé ma documentation. Je vois ici que l'épouse de votre client a payé sa part convenue de 50% de toutes les dépenses, tout en n'entretenant que ses propres espaces de vie et ses propres affaires. Comment exactement le fait d'adhérer à son propre arrangement proposé est-il considéré comme du harcèlement? J'ai regardé son avocat, réalisé qu'ils étaient en train de perdre lourdement. De plus, a poursuivi la juge, je vois des preuves que votre client a soutenu financièrement une autre femme tout au long de ce mariage, y compris pendant la période où il exigeait que sa femme contribue davantage financièrement. La salle d'audience est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de son avocat qui remuait désespérément ses papiers. Requête rejetée, a déclaré fermement la juge. Non seulement il n'y a aucune base pour expulser madame de son domicile conjugal, mais les preuves suggèrent qu'elle a été remarquablement accommodante face à un arrangement qui était fortement biaisé à son détriment. En sortant du palais de justice, son avocat parlait déjà d'option d'appel, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il savait que c'était fini. On ne peut pas gagner une affaire quand toutes les preuves prouvent que vous êtes exactement aussi déraisonnable que votre adversaire le prétend. Dehors, il m'a rattrapé sur le parking. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Si c'est fini. Je l'ai regardé calmement. Tu voulais jouer au dur, tu te souviens. Tu pensais pouvoir me faire peur pour que je redevienne ta servante non rémunérée. Au lieu de ça, tu as juste prouvé à une juge exactement quel genre d'homme tu es. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Bien sûr que non. Tu voulais obtenir ce que tu voulais, sans conséquence, comme toujours. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mais les actions ont des conséquences maintenant. Il est peut-être temps que tu l'apprennes. En rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la satisfaction solide d'avoir complètement, légalement, incontestablement raison. Pour la première fois depuis le début de ce bazar, je ne faisais pas que survivre à ces jeux. J'étais en train de les gagner. Il est parti le lendemain de l'audience, prétendant avoir besoin d'espace pour réfléchir après sa défaite juridique humiliante. Je l'ai regardé faire sa valise, avec le même détachement que je pourrais ressentir en regardant un inconnu charger sa voiture. Je vais rester chez mon frère pendant un moment, a-t-il annoncé, comme s'il faisait un grand sacrifice pour notre relation. D'accord, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable, où je révisais des propositions clients. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Je lui ai jeté un bref regard. Tu es un adulte? Tu peux rester où tu veux.
L'expression sur son visage suggérait qu'il s'attendait à des larmes, des supplications, des promesses de changer. Au lieu de cela, il a obtenu le même intérêt modéré que je pourrais montrer pour un bulletin météo. Après son départ, j'ai traversé la maison lentement, la voyant vraiment pour la première fois depuis des mois. Sans son désordre constant, ses plaintes, sa présence lourde, aspirant l'énergie de chaque pièce. L'espace semblait transformé, plus léger, comme s'il pouvait à nouveau respirer. Je me suis préparé un dîner juste pour moi, exactement ce que je voulais, et je l'ai mangé en regardant un documentaire qu'il aurait détesté. Puis j'ai pris un long bain avec des sels de bain chers, lus jusqu'à minuit, et dormi en diagonale sur tout le lit. Je me suis réveillée le lendemain matin, plus reposée que je ne l'avais été depuis des années. Le travail est devenu mon sanctuaire. Le cabinet de conseil que dirigeait Antoine avait une atmosphère collaborative et énergique qui me rappelait pourquoi j'avais aimé le marketing au départ. Les idées y comptaient, les solutions étaient célébrées. Personne ne remettait en question ma compétence ou ne me faisait sentir que je devrais être reconnaissante de l'opportunité de contribuer. Tu es différente ces derniers temps, a mentionné Antoine autour d'un café après une présentation client particulièrement réussie. Plus confiante, plus toi-même. Je me sens plus moi-même, ai-je admis. C'est incroyable la quantité d'énergie mentale qui se libère quand on ne défend pas constamment son droit d'exister. C'était comme ça à la maison. J'ai réfléchi à la question. Antoine et moi avions commencé à avoir ces conversations plus fréquemment. Des discussions honnêtes sur la vie, les rêves, les chemins que nous avions pris et ceux que nous aurions aimé prendre. Il était un bon auditeur, n'offrant jamais de conseils non sollicités ou n'essayant de réparer des choses qui n'étaient pas à lui de réparer. C'était comme vivre avec un critique qui ne prenait jamais un jour de congé, ai-je dit finalement. Tout ce que je faisais était mal insuffisant, ou d'une manière ou d'une autre égoïste. Je dépensais tellement d'énergie à essayer d'anticiper ses plaintes que j'ai oublié que j'avais le droit d'avoir mes propres opinions. Ça a l'air épuisant. Ça l'était. Je ne l'ai pas réalisé à quel point jusqu'à ce que ça s'arrête. Antoine m'a étudié par-dessus sa tasse de café. Es-tu heureuse? Je veux dire vraiment heureuse. La question m'a surprise par sa franchise. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Pour la première fois depuis des années, je suis réellement heureuse. Tu le mérites. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des lustres. J'ai appelé ma sœur, celle qui avait cessé de me rendre visite, parce qu'elle ne supportait pas de voir ce que j'étais devenue. Comme je me demandais quand tu allais enfin appeler, dit-elle sans préambule. J'ai entendu dire que tu avais enfin montré les dents. Tes nouvelles vont vite. Plaisante. Toute la famille attendait que tu te réveilles. Nous ne savions juste pas comment te le dire sans empirer les choses. Nous avons parlé pendant 2 heures et j'ai réalisé à quel point son esprit, son honnêteté, son intolérance totale à l'apitoiement sur soi m'avaient manqué. À la fin de l'appel, nous avions prévu qu'elle vienne me voir le week-end suivant. Juste un avertissement, dit-elle avant de raccrocher. J'apporte du vin et des films nuls et nous allons disséquer chaque mauvaise décision que tu as prise ces 7 dernières années. J'ai hâte. La maison semblait différente sans lui. J'ai hâte. Leur maison. Pas vide, spacieuse. J'ai réarrangé les meubles, accroché des œuvres d'art que j'avais l'intention d'exposer, mis de la musique aussi fort que je voulais. J'ai cuisiné des repas élaborés juste parce que j'aimais cuisiner quand ce n'était pas une obligation. J'ai commencé un jardin dans l'arrière-cour, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps quand chaque instant était dédié à maintenir son confort.
3 semaines après son absence, il a appelé. Je pense que j'ai eu assez d'espace, a-t-il annoncé comme s'il m'avait fait une faveur. Je serai à la maison demain. C'est aussi la mente, ai-je dit d'un ton neutre. Tu n'as pas besoin de ma permission pour être ici. D'accord. Bien. Je suis content que tu sois raisonnable à ce sujet. Raisonnable, j'ai failli rire. Il pensait toujours qu'il s'agissait pour lui de m'apprendre une leçon, que son absence était une punition que je devrais être impatiente de voir cesser. Il n'avait aucune idée que son départ avait été les 3 meilleures semaines que j'avais eues depuis des années. On se voit demain, alors, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai passé cette soirée à regarder ma maison paisible, organisée et joyeuse, et à me préparer au retour du chaos. Mais quelque chose avait fondamentalement changé pendant son absence. Je m'étais souvenu de qui j'étais sans lui, et cette personne était quelqu'un que j'aimais vraiment. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas redevenir la femme qui acceptait des miettes et appelait ça un festin. Il est rentré à la maison avec l'air d'un homme qui avait été heurté par un camion. Fini la confiance arrogante qu'il arborait quand il est parti. Au lieu de cela, il s'est traîné par la porte d'entrée comme quelqu'un portant des poids invisibles. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner pour une personne quand il est apparu dans l'encadrement de la porte. Ses vêtements étaient froissés, ses yeux étaient cernés de rouge, et il avait l'apparence générale de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Il faut qu'on parle, dit-il sans préambule. De quoi? Je continuais à couper des légumes, sans prendre la peine de lever les yeux. De nous, de tout ce bazar. Il s'est affalé sur une chaise à la table de la cuisine, au même endroit où il avait présenté sa fameuse feuille de calcul des mois auparavant. J'ai beaucoup réfléchi. C'est bien. Elle m'a quitté, dit-il doucement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être avec quelqu'un qui traitait sa femme comme je te traitais. J'ai interrompu ma coupe un instant, puis j'ai repris. Quelle malchance pour toi. C'est tout ce que tu as à dire. J'ai posé mon couteau et l'ai enfin regardé. Ce que j'ai vu était un homme brisé, mais je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, pas de colère. Juste un vaste vide résonnant, là où mes sentiments pour lui vivaient autrefois. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Que je suis désolée qu'elle ait enfin vu qui tu es vraiment. Que je suis contente que tu aies goûté à ta propre médecine. J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je ne me soucie pas assez de ta relation avec elle pour avoir une opinion. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Comment peux-tu être si froide? Froide. J'ai réfléchi à cela. Je ne suis pas froide. J'en ai juste fini. Fini de quoi? Fini de me soucier de tes sentiments pendant que tu ignores les miens. Fini de faire de tes problèmes ma responsabilité. Fini d'accepter des miettes et d'appeler ça de l'amour. Je me suis retournée vers ma cuisine. J'en ai fini avec toi. Le silence s'est étiré entre nous, lourd du poids de 7 années de ressentiment et de déception accumulées. Je veux réparer ça, a-t-il dit finalement. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai blessé, mais nous pouvons surmonter ça, non. Les gens changent. Je peux changer. J'ai ri et le son nous a surpris tous les deux. Ce n'était pas amer ou en colère, juste sincèrement amusé par l'absurdité de la situation. Tu te souviens de ce que tu as dit quand tu voulais que je quitte mon travail? Ai-je demandé. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu as dit qu'un vrai homme prend soin de sa femme. Tu as dit que tu voulais subvenir à mes besoins, me protéger. Tu as fait en sorte que ça sonne romantique, noble même. Je me suis déplacée vers la cuisinière sans toujours le regarder. Tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai dit que le travail me manquait? Il est resté silencieux. Tu as dit que j'étais égoïste, qu'une bonne épouse soutient les rêves de son mari, au lieu de poursuivre ses propres fantaisies. Tu m'as fait me sentir coupable de vouloir quelque chose au-delà de ta cuisine.
J'avais tort à ce sujet. Vraiment, ou dis-tu simplement ça parce que ton plan de secours a échoué? Je me suis retournée pour lui faire face. Parce que le truc, c'est que je ne pense pas que tu avais tort à l'époque. Je pense que tu pensais chaque mot tout comme tu pensais chaque mot quand tu m'as traitée de profiteuse qui devait commencer à payer sa juste part. Mais j'ai appris. Tu as appris que les actions ont des conséquences. Ce n'est pas la même chose que de changer fondamentalement qui tu es. Je me suis appuyée contre le comptoir, l'étudiant comme un spécimen sous un microscope. Tu ne voulais pas réparer notre mariage quand tu en obtenais tout ce que tu voulais. Tu veux le réparer maintenant parce que tu n'obtiens rien. Ce n'est pas vrai. Ah oui, quand je faisais tout le ménage et ne demandais rien en retour, notre mariage était-il brisé à ce moment-là? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Quand je gérais toute ta vie pendant que tu envoyais de l'argent à une autre femme, était-ce quelque chose qui devait être réparé? Tu ne comprends pas la situation avec elle. Oh, je comprends parfaitement. Elle était ta soupape de sécurité. Quand tu étais frustrée par moi parce que j'étais humaine au lieu d'un appareil domestique parfait, tu avais un autre endroit où porter ton attention. Quelqu'un qui te faisait te sentir comme un héros au lieu de te tenir responsable. J'ai marché jusqu'à la table et me suis assise en face de lui assez près pour voir la panique commencer à s'insinuer dans ses yeux. Voici ce que je pense qu'il s'est passé, ai-je continué calmement. Tu t'es habitué à avoir deux femmes en compétition pour ton attention. Ça te faisait te sentir puissant, important. Mais ensuite, j'ai arrêté de concourir. Et elle en a eu marre d'être avec quelqu'un qui traite les femmes comme des commodités jetables. Maintenant, tu es seule. Et soudain, notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Je t'aime, a-t-il dit désespérément. Je t'aime. Eden, a-t-il dit. Je sais que je ne l'ai pas montré, mais je t'aime. Peut-être que tu m'aimes de la manière dont tu es capable d'aimer quelqu'un. Mais voici le truc, je ne t'aime plus. Les mots flottaient dans l'air entre nous simples et définitifs. Je n'aime pas l'homme qui m'a convaincu que je ne valais rien pendant que je rendais sa vie parfaite. Je n'aime pas l'homme qui m'a traitée de profiteuse parce que je voulais un respect de base. Et je n'aime certainement pas l'homme qui n'est ici que parce que son plan B n'a pas fonctionné. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Mais je peux changer, a-t-il répété, sa voix se brisant. Je peux être l'homme dont tu as besoin que je sois. C'est ça le problème, dis-je doucement. Je n'ai pas besoin que tu sois quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de toi du tout. J'ai commencé à faire mes valises le lendemain matin, pendant qu'il était au travail, passant méthodiquement en revue 7 ans de vie accumulée et ne prenant que ce qui était vraiment à moi. C'était surprenant de voir à quel point c'était peu. Mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable. Quelques bijoux ayant appartenu à ma grand-mère. Tout le reste était soit à lui, soit quelque chose que nous avions acheté ensemble à l'époque où «ensemble» signifiait quelque chose. Je pliais mon dernier pull quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Il n'était pas censé rentrer avant des heures, mais apparemment. Les nouvelles vont vite quand quelqu'un s'absente du travail pour empêcher son conjoint de partir. Qu'est-ce que ce bordel? Il se tenait dans l'embrasure de la chambre, fixant les valises alignées sur le lit. Je déménage. J'ai continué à faire mes bagages calmement. J'ai trouvé un appartement meublé en centre-ville, près du travail. Tu ne peux pas juste partir. En fait, si. Je suis une adulte avec un travail et mon propre revenu. Partir est tout à fait dans mes capacités. Il s'est précipité vers la valise que je faisais et a commencé à en ressortir les vêtements. Arrête ça. Il faut qu'on en parle rationnellement. J'ai repris doucement mais fermement ma blouse de ses mains. Il n'y a rien à discuter. Je te l'ai dit hier soir. J'en ai fini. Je te tiens. Mais tu ne peux pas le penser. On ne jette pas 7 ans de mariage comme ça. Je ne le jette pas. Tu l'as déjà fait quand tu as décidé que je valais moins que ton ex-petite amie.
J'ai fermé la valise. J'accepte juste enfin ce que tu m'as appris. Il s'est assis lourdement sur le lit, regardant la pièce comme s'il la voyait pour la première fois. Où iras-tu? Que feras-tu? Je t'ai dit que j'ai un appartement. Quant à ce que je ferai, je travaillerai, je paierai mes factures et je vivrai ma vie. Tu sais toutes les choses que je fais depuis quelques mois. Mais et nous, et cette maison, et notre vie ensemble? J'ai fait une pause dans mes préparatifs et je l'ai vraiment regardé. Il semblait sincèrement confus, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi les actions pourraient avoir des conséquences permanentes. Notre vie ensemble, c'était moi te servant, pendant que tu me convainquais que je devais être reconnaissante de ce privilège. Ce n'est plus une vie que je veux. J'ai dit que je changerais. Et je crois que tu penses que tu essaierais. Mais le changement nécessite de comprendre ce qui n'allait pas au départ, et tu ne comprends toujours pas. J'ai pris la dernière valise. Tu penses que c'est à cause de l'argent que tu lui as donné, ou des tâches que tu n'as pas faites, ou des factures que tu voulais que je partage. Ce n'était que des symptômes. Des symptômes de quoi? Du fait que tu ne m'as jamais vue comme une partenaire égale. J'étais soit une prestataire de service, soit un fardeau, selon ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. J'ai marché vers la porte et il s'est empressé de me suivre. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je me suis arrêtée à la porte d'entrée et me suis retournée vers lui une dernière fois. Sais-tu ce que tu aurais pu faire il y a 6 mois qui aurait sauvé ce mariage? Il a secoué la tête désespérément. Tu aurais pu dire merci juste une fois. Tu aurais pu reconnaître que j'avais contribué à cette relation depuis le début, même si ce n'était pas sous la forme d'un salaire. Tu aurais pu me traiter comme une partenaire au lieu d'une employée qui ne faisait pas l'affaire. Je peux dire merci maintenant. Je peux... C'est trop tard. J'ai ouvert la porte. Merci n'a de valeur que lorsque c'est sincère, pas lorsque c'est stratégique. Le camion de déménagement attendait dehors. J'avais tout organisé pendant qu'il était au travail efficace, comme toujours. Pendant que les déménageurs chargeaient de mes affaires, il se tenait sur le porche, l'air perdu. Comment suis-je censé vivre ici sans toi? A-t-il crié. De la même manière que j'ai vécu ici avec toi, ai-je répondu en criant. Tu te débrouilleras. L'appartement était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres et un parquet qui reflétait la lumière de l'après-midi. Il était meublé simplement, avec des meubles propres, qui n'avaient rien à voir avec les pièces lourdes et coûteuses que nous avions accumulées ensemble. Je l'ai adoré immédiatement. Ce premier soir, je me suis assise sur mon nouveau canapé en mangeant des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré, celui dont il se plaignait toujours qu'il était trop épicé. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, une paix complète. Personne n'allait rentrer et critiquer la façon dont j'avais disposé les coussins. Personne n'allait laisser de la vaisselle sale dans mon évier propre. Personne n'allait me faire sentir que je devais justifier mon existence ou m'excuser de prendre de la place. J'étais seule et c'était glorieux. Mon téléphone a sonné vers 20 et 1 heure. Son nom est apparu sur l'écran et j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Finalement, je l'ai éteint. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de possibilités, plein de choix qui n'appartenaient qu'à moi de faire, plein d'un avenir qui s'étendait devant moi comme une route ouverte sans destination prédéterminée. Pour la première fois en 7 ans, je me suis endormie sans m'inquiéter de savoir si j'en avais fait assez pour mériter ma place dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais chez moi. La première chose que j'ai faite dans mon nouvel appartement a été d'acheter des fleurs, des tournesols d'un jaune éclatant que j'ai placés sur la table de la cuisine, où je pouvais les voir chaque matin.
Dans mon ancienne vie, les fleurs étaient une dépense inutile, une frivolité qui aurait nécessité une justification et probablement entraîné une leçon sur la responsabilité fiscale. Maintenant, elles étaient simplement belles, et c'était une raison suffisante. J'ai passé le premier week-end à organiser mon nouvel espace, exactement comme je le voulais. Les livres organisés par sujet plutôt que par ordre alphabétique, parce que c'est ainsi que mon esprit fonctionnait. L'art accroché à des hauteurs qui avaient du sens pour mes yeux, pas les siens. Le thermostat réglé à une température qui me maintenait à l'aise sans avoir à négocier. Chaque petite décision semblait révolutionnaire. Le travail est devenu encore plus épanouissant sans le stress constant sous-jacent de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Je me suis retrouvée à relever de plus grands défis, à proposer des solutions plus audacieuses. Antoine a remarqué le changement immédiatement. Ce tu es en feu ces derniers temps, a-t-il dit après une présentation qui nous avait valu un nouveau compte majeur. Quoi que tu fasses de différent continue. Je dors mieux, ai-je dit ce qui était vrai mais pas toute la vérité. Toute la vérité était que j'avais cessé de vivre dans un état d'anxiété chronique, toujours prête pour la prochaine critique ou demande. Antoine et moi avions commencé à passer plus de temps ensemble en dehors du travail. Dîner, après de longues journées café le samedi matin, promenade au marché fermier du centre-ville. Rien d'officiellement romantique, juste la compagnie facile de deux personnes qui appréciaient sincèrement la présence de l'autre. Il n'a jamais demandé plus que ce que j'offrais. Il ne m'a jamais fait sentir que son attention était assortie de conditions. Quand j'ai mentionné que je n'étais pas prête pour quelque chose de sérieux, il a simplement hoché la tête et dit « Très bien, j'aime passer du temps avec toi, peu importe. » TMTD, c'était la première fois depuis des années qu'un homme acceptait mes limites sans discuter. Boudeur ou essayait de me convaincre que j'avais tort sur mes propres sentiments. Tu sais ce qui est bizarre? Lui ai-je dit un soir alors que nous nous promenions dans le parc près de mon appartement. J'attends toujours que le couperet tombe, que tu commences soudainement à compter les faveurs, à faire des demandes ou à me dire que je ne suis pas assez reconnaissante. Ça a l'air épuisant, dit-il doucement. Vivre comme ça, c'était le cas. Je ne l'ai pas réalisé à quel point jusqu'à ce que ça s'arrête. 3 mois après le début de ma nouvelle vie, ma sœur est venue me rendre visite. Elle a traversé mon petit appartement avec une approbation évidente, admirant les fleurs, les livres arrangés comme je les aimais, l'atmosphère générale de contentement. Tu as l'air différente, dit-elle autour d'un verre de vin et de plats à emporter. Plus jeune, en quelque sorte. Je me sens plus jeune, comme si j'avais retrouvé ma vie. Sors-tu officiellement avec Antoine maintenant? On y va doucement, très doucement. Je me suis blottie dans mon coin préféré du canapé. C'est agréable de ne pas avoir à se précipiter. Il ne va nulle part. Et moi non plus. C'est bien pour toi. Après 7 ans à marcher sur des œufs, tu mérites quelqu'un qui te laisse dicter le rythme. Mon téléphone avait cessé de sonner depuis des semaines. Les messages vocaux désespérés s'étaient estompés, puis avaient complètement cessé. J'avais entendu par des amis communs qu'il avait du mal avec les tâches ménagères de base, qu'il vivait de plats surgelés et portait des vêtements froissés. Une partie de moi s'attendait à me sentir coupable à ce sujet, mais ce n'était pas le cas. Son incompétence n'était plus mon urgence. Est-ce que ça te manque parfois? A demandé ma sœur. Le mariage, je veux dire. Pas lui spécifiquement, mais l'idée. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Le mariage que je pensais avoir au début me manque le partenariat que je pensais que nous construisions, mais c'était surtout dans ma tête de toute façon. La réalité, c'était moi faisant tout le travail émotionnel, tout en prétendant que nous étions une équipe. Et maintenant, je suis réellement libre de construire la vie que je veux, au lieu de m'adapter constamment à la vision de quelqu'un d'autre de ce que ma vie devrait être.
Cette nuit-là, après que ma sœur soit retournée à son hôtel, je me suis assise dans mon appartement calme et j'ai fait une liste de tout ce que j'avais accompli depuis mon départ. Les comptes clients que j'avais décrochés, les amitiés que j'avais ravivées, les passe-temps que j'avais redécouverts, le simple plaisir de prendre des décisions sans avoir à les justifier à personne. En bas de la liste, j'ai écrit: j'ai appris que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter. Je n'ai jamais été incomplète. Antoine m'a envoyé un texto vers 22 heures, demandant comment s'était passée la visite de ma sœur. Nous avons échangé quelques messages faciles et confortables avant de nous dire bonne nuit. Pas de drame, pas de sous-entendu, pas de marche sur des œufs en essayant d'éviter de dire la mauvaise chose. Juste deux personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre construisant quelque chose à leur propre rythme. En me préparant pour le lit, je me suis aperçue dans le miroir de la salle de bain. Ma sœur avait raison. J'avais l'air plus jeune. Mais plus que ça, je me ressemblais à nouveau. La femme qui avait des opinions, des rêves, des limites. La femme qui connaissait sa propre valeur. Elle avait été là tout le temps, juste enfouie sous des années, à se faire dire qu'elle demandait trop en voulant un respect de base. J'ai éteint les lumières et me suis installée dans mon lit confortable, écoutant les bruits de la ville par la fenêtre. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouveaux choix qui seraient entièrement les miens. Pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de voir ce qui allait suivre. 6 mois plus tard, il est apparu dans le hall de mon immeuble de bureau, comme un fantôme d'une vie que j'avais presque oubliée. Je revenais de déjeuner quand je l'ai vu assis sur l'un des fauteuils de la réception propre sur lui et portant un costume qui lui allait bien. Pourrions-nous parler? A-t-il demandé en se levant quand il m'a vu. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai regardé cet homme que j'avais autrefois aimé, que j'avais craint de décevoir, autour duquel j'avais construit toute mon identité, et je n'ai ressenti qu'une légère curiosité quant à ce qui l'avait amené ici. 5 minutes? Ai-je convenu, le conduisant dans une petite salle de conférence où nous pouvions parler en privé. Il avait l'air nerveux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Comme quelqu'un se présentant à un entretien d'embauche pour un poste dont il avait désespérément besoin, mais qu'il n'obtiendrait probablement pas. Tu es superbe, dit-il en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Heureuse. Et je suis heureuse. J'ai travaillé sur moi-même, a-t-il poursuivi, les mots sortant comme s'il les avait répétés. Thérapie gestion de la colère, tout ça. J'ai beaucoup appris sur la façon dont je t'ai traité, à quel point j'avais tort, surtout. C'est bien. La croissance personnelle est importante. Je sais cuisiner maintenant. Vraiment cuisiner, pas seulement des trucs au micro-ondes. Et je garde la maison propre, je fais ma propre lessive. J'ai même appris à repasser. Il a souri avec espoir. Je sais que ça semble probablement pathétique, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que tu faisais toutes ces années. D'accord. Mes réponses calmes semblaient le déstabiliser. Je pouvais le voir lutter pour trouver les mots qui créeraient la réaction qu'il voulait. Tu me manques, a-t-il dit finalement. Nous me manquons. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais je t'en demande une quand même. Je peux être le partenaire que tu avais besoin que je sois. Je peux être meilleur. J'ai étudié son visage, cherchant toute trace des sentiments qui y vivaient autrefois. L'amour, l'espoir, le besoin désespéré de son approbation. Ils avaient disparu, remplacés par quelque chose de bien plus précieux, l'indifférence. Je te crois, dis-je simplement. Vraiment. Son visage s'est illuminé d'espoir. Oui, je crois que tu as appris à cuisiner, à nettoyer et à gérer ta propre vie. Je crois que tu as acquis une certaine compréhension de la façon dont tu m'as maltraité. Je crois même que tu es sincère quant à ton désir de changer. Alors, mais ça n'a pas d'importance. L'espoir s'est éteint dans ses yeux aussi vite qu'il était apparu.
Il y a 6 mois, entendre ces choses aurait peut-être signifié quelque chose pour moi. Il y a 1 an, j'aurais été reconnaissante de t'entendre simplement reconnaître que j'avais contribué à notre relation depuis le début. Je me suis adossée à ma chaise, complètement détendue. Je me suis adossée à ma chaise. Mais cette femme est partie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je n'ai plus besoin que tu valides ma valeur. Je n'ai plus besoin que tu apprécies mes contributions ou que tu me traites comme une partenaire égale. Je sais déjà que j'ai de la valeur avec ou sans ta reconnaissance. Il m'a regardé comme si je parlais en code. La personne que tu veux récupérer. La femme qui serait reconnaissante pour des miettes de respect, qui reconstruirait toute sa vie autour de ton comportement amélioré, elle n'existe plus. Je l'ai dépassée. Mais si j'ai changé, tu as probablement changé au moins un peu. Mais voici la chose que tu ne comprends toujours pas. Il ne s'est jamais vraiment agi de toi qui changeais. Il s'agissait de moi réalisant que je n'avais pas besoin que tu le fasses. Je me suis levée signalant que notre conversation était terminée. J'ai une vie maintenant qui me rend sincèrement heureuse. Un travail qui me met au défi des amis, qui me respectent des choix qui sont entièrement les miens. Je me réveille chaque matin excitée par la journée à venir, au lieu d'être anxieuse à propos de ce que je pourrais faire de mal. Mais nous pourrions avoir ça ensemble maintenant. Nous pourrions être de vrais partenaires. Nous pourrions, ai-je convenu. Mais je ne veux pas. Pas avec toi. Pas avec quelqu'un que je devrais former à voir mon humanité. Je préfère être seule et heureuse que en couple, et constamment à prouver ma valeur. Il avait l'air dévasté, comme quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire, quelque chose que je puisse faire? Tu peux te réjouir pour moi, dis-je doucement. Tu peux comprendre que ce n'est pas une question de punition ou de vengeance. C'est moi qui choisis une vie où je n'ai pas à me battre pour un respect de base. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur, et alors que les portes s'ouvraient, il s'est retourné une dernière fois. Je t'aime vraiment, a-t-il dit. Je sais de la manière dont tu es capable d'aimer quelqu'un, mais je m'aime plus maintenant, et cela fait toute la différence. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et j'ai regardé les chiffres s'allumer alors qu'il redescendait vers la vie qu'il construisait sans moi. Je suis retournée à mon bureau, où Antoine attendait avec du café et les documents pour notre réunion de 15 heures. Tout va bien, a-t-il demandé, notant mon expression pensive. Tout est parfait, ai-je dit, et je le pensais complètement. Ce soir-là, je me suis assise dans mon coin préféré de mon appartement, avec une tasse de thé et mon journal documentant le dernier chapitre d'une histoire qu'il m'avait fallu 7 ans pour finir d'écrire. Dehors, la ville bourdonnait de vie et de possibilités. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Antoine. Dîner demain. Il y a un nouvel endroit que je pense que tu adorerais. J'ai souri et j'ai répondu. J'aimerais beaucoup. Pas parce que j'avais besoin de lui, pas parce que j'avais peur d'être seule, mais parce que j'appréciais sincèrement sa compagnie et que je choisissais de partager mon temps avec lui. La différence était tout. J'ai fermé mon journal et j'ai regardé mon petit appartement parfaitement agencé. Chaque objet était là parce que je le voulais. Chaque choix des tournesols sur ma table aux livres sur ma table de chevet reflétait mes préférences et celles de personne d'autre. 7 ans plus tôt, j'avais cru que l'amour signifiait se faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. J'avais pensé que le partenariat signifiait effacer ses propres besoins pour mieux servir ceux de quelqu'un d'autre. Maintenant, je comprenais que le véritable amour pour soi-même et pour les autres exigeait l'exact opposé. Il exigeait que vous vous présentiez comme votre moi authentique et complet, et refusiez d'accepter rien de moins en retour. J'avais appris que je n'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour me compléter, parce que je n'avais jamais été incomplète. J'avais appris qu'être seule était infiniment mieux qu'être avec quelqu'un qui vous faisait vous sentir seule.
Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas négociable. En me préparant pour le lit, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain une dernière fois. La femme qui me regardait était confiante, contente et complètement libre. Elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle méritait. Elle ne se contenterait jamais de moins.